Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Mercredi dernier, le Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie a lancé une campagne nationale de sensibilisation au don du sang sous le slogan « Le don de sang est la responsabilité de tous ». Au Maroc, les donneurs de sang sont peu nombreux comparés à la moyenne internationale et la pandémie n'a malheureusement pas arrangé les choses. L'objectif principal de cette campagne est d'assurer un approvisionnement sécurisé en sang au niveau national, soit un stock de réserve couvrant au moins 7 jours de besoins, mais aussi de sensibiliser les citoyens à l'importance du don de sang qui sauve des vies tous les jours et qui peut sauver votre vie et celle de vos proches. Et pour parler de cette nouvelle campagne et du Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau le professeur Nordine Habti, hématologue au Centre national de transfusion sanguine. Il est professeur d'hématologie et d'immunologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, chef du laboratoire de génie génétique et cellulaire du Centre national de transfusion sanguine et président de la Société marocaine de transfusion sanguine. Voilà, c'est ça exactement votre titre. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, professeur, quel est le principal objectif de cette nouvelle campagne nationale de sensibilisation? Avez-vous, vous, au sein du centre, un objectif à atteindre en termes de quantité ou de poche de sang à atteindre au niveau national? Alors, l'objectif, toujours comme dans ce genre de campagne qu'on mène régulièrement, d'abord, c'est de sensibiliser, d'ancrer une culture de don dans la population marocaine. De recruter de nouveaux donneurs, parce que, comme vous savez, le don, il est régi par une loi qui définit l'âge légal de don de sang entre 18 et 65 ans. Donc, à un moment donné, vous allez avoir des exclus durant la vie, soit par l'âge, soit par des contre-indications qui surviennent pendant la vie. Donc, il faudrait renouveler à chaque fois notre réservoir en donneurs de sang éventuellement. Donc, fidéliser, ça serait la meilleure des choses. Fidéliser ces donneurs de sang éventuellement, les recruter et les fidéliser pour donner plus de 2 fois par année, c'est-à-dire devenir des donneurs réguliers. Parce que la régularité de don nous permet en fait de mieux gérer et de mieux servir, si vous voulez, les patients qui en ont besoin en temps utile. Parce que s'il y a une mauvaise gestion, le service peut être là, mais s'il est en dehors des temps utiles, il peut y avoir des conséquences qui seraient plus graves. Donc voilà, d'abord, c'est recruter de nouveau, fidéliser et avoir plus de donneurs réguliers, et bien entendu, reconstituer notre stock qui nous permet une meilleure gestion. On entend un peu de tout, professeur, sur le stock idéal qu'il faut avoir pour assurer les besoins en cette matière vitale au Maroc. Quel est vraiment le stock idéal en nombre de jours qu'il faut avoir pour être vraiment tranquille et ne pas tomber en panne, en pénurie? Bien sûr. Alors là, ça dépend en fait de chaque pays, ça dépend de la consommation, entre guillemets, de la matière, de la substance ou des produits sanguins par rapport à l'infrastructure hospitalière, clinique, etc., de la consommation en cette matière de sang. Donc par rapport au Maroc, on a besoin à peu près d'une quantité de sang qui nous permettrait en fait de traiter à peu près 100 000 malades par année. Et si on fait un petit peu du calcul, pour traiter cela, on a besoin par jour à peu près de 1000 dons minimum par jour pour qu'on soit plus ou moins à l'aise. On n'est pas tout à fait à l'aise, mais pour qu'on soit plus ou moins à l'aise. On a l'impression que 1000 dons par jour, ce n'est pas beaucoup, répartis sur le répartis territoire sur tout le territoire, national, oui, ce n'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est beaucoup pour nous. Hein. Et c'est-à-dire que l'idéal, entre guillemets, pour le Maroc serait d'avoir, je dirais, entre les 12 000 poches pendant les 7 à 10 jours. Les 12 000. Mais si on a vers les 7 000, 5 000, c'est déjà pas mal, je dirais. Ça nous soulage déjà. Mais l'idéal serait en fait 12 000 pour s'atteler plus ou moins aux recommandations de l'OMS qui sont de l'ordre. Enfin, on est à peu près à la moitié de ce que recommande l'OMS. Alors, il y a, professeur, de temps en temps, ça c'est pas nouveau, c'est pas la première fois, des baisses de réserve. Comment expliquer cette dernière baisse de réserve? Est-ce qu'elle est liée directement à la pandémie? Est-ce que les gens ont peur d'aller donner leur sang et d'attraper le virus? Est-ce que
c'est ce qui explique principalement, ou est-ce que ça a toujours été Alors, comme je vais ça? donner quelques chiffres. Il y a 2 ans avant la pandémie, on était pendant toute l'année, en fait, on avait collecté près de 334 000 dons. Et après la pandémie, c'est-à-dire en 2021, 2 ans après, on avait collecté près de 319 000. C'est-à-dire qu'on a eu une petite baisse, finalement, de 4,5%, qui n'était pas très, très importante. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup impacté. Mais il y a des moments où on était dans des difficultés qui étaient sérieuses. Alors maintenant, le pourquoi, là encore, il faudrait faire une enquête plutôt pour répondre exactement aux différentes questions, aux différentes hypothèses, pour savoir quelle est la part de chaque chose. Les peurs, c'est vrai, il y a des craintes d'être contaminé ou de ne pas... mais il y a aussi la période où on était confiné et donc on ne pouvait pas se déplacer. Donc il y avait ce qui pourrait expliquer cela. En même temps, là, on est en sortie du confinement. Et là, il y a une reprise de toutes les activités hospitalières, finalement. Donc il y a une grande demande et on fournit énormément de matières sanguines pour traiter nos malades. Alors, où se situe plus ou moins le Maroc par rapport à la moyenne mondiale en termes de dons de sang? Les Marocains ne donnent pas beaucoup. Ça, d'une part. Et est-ce qu'il y a des profils particuliers? Parce que vous avez vos donneurs, il y a des donneurs fidèles. Qui donnent le plus? Qui donnent le moins? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que vous avez des données là-dessus? Oui. Alors, par rapport aux hommes, aux femmes, on a à peu près kiff-kiff. Hein. Il n'y a pas une grande différence, un petit pourcentage en plus par rapport aux hommes, mais ça s'explique par plusieurs raisons qu'on peut éventuellement tout de suite dire. Par exemple, la première cause, c'est parce que le don pour la femme, il est autorisé 3 fois par année, alors que pour l'homme, c'est 4 fois par an. Et en plus, la femme, elle peut être enceinte, etc. Il y a plus de contre-indications concernant la femme que pour les hommes. Donc là, ça pourrait expliquer la petite différence. Mais en général, quand vers l'âge de 18 à 20 ans, on a à peu près le même chiffre, peut-être un petit peu plus même de femmes. Donc voilà, il n'y a pas de à ce niveau-là. Par rapport à la situation au niveau international, le Maroc, il y a 2 ans encore, parce que là, les chiffres ne sont pas bien précis, il y a 2 ans, on était à 1% de la population, à peu près à 1% de la population apte à donner, éligible à donner son sang, reconnu par le médecin, habilité au niveau de sang transfusion. C'est-à-dire que c'est la moitié de ce que recommande l'OMS comme minimum pour notre pays. Par exemple, c'est 2%. Hein, c'est ce qui est... Mais si on se compare par rapport à des pays comme le nôtre, c'est-à-dire à des pays à revenus, je dirais, moyens à faibles, on est bien. D'accord. On est bien. Si on se réfère à des pays plutôt à revenus élevés, on est beaucoup moins bien, on est loin des espérances, et loin des recommandations, parce que ceux-là, ils sont entre 3 et 7%, voire même 10% dans certains cas. La France, par exemple, est entre les 4 et 5% généralement, et les autres, le Japon, je crois qu'il est à 7% ici. C'est culturel, c'est aussi, ça doit être... C'est culturel, c'est aussi organisationnel. Organisationnel, sensibilisation. Il y a plusieurs paramètres. Absolument. Il y a pour de nombreuses personnes une appréhension pour franchir le pas, il y a des craintes toujours non fondées. Puisque nous sommes en campagne de sensibilisation, et c'est ça le but, c'est ça notre rôle, comment pouvez-vous encourager ces gens, leur expliquer comment se déroule une séance de don de sang, parce que ça ne demande pas beaucoup de temps, et combien de sang est prélevé, et au bout de combien de temps ce sang est renouvelé, parce que les gens ont l'impression qu'on va quand même leur pomper 5 litres de sang et qu'ils seront tout de suite anémiques. Donc si vous pouvez expliquer aux gens, pour les encourager, les nouveaux, en fait... Ok. Alors, par rapport aux étapes, il y avait un point que je voulais souligner avant. Allez-y, professeur. Non, mais j'ai oublié en fait la question parce que vous avez commencé par un point. Oui, c'est parce que c'était par rapport aux appréhensions. Voilà, par rapport aux appréhensions. Je vais répondre plutôt à ça. Et comment se déroule, pour les rassurer, comment se déroule une séance de don de sang en termes de temps? Ça ne demande pas beaucoup de temps. Non. Et combien de sang, la quantité est prélevée et au bout de combien de temps cette quantité est renouvelée. Après, on passera aux bienfaits pour le donateur, pas tout de suite. Alors, les appréhensions des gens, les craintes, elles sont multiples, chacun a ses raisons, mais souvent, en fait,
c'est la crainte de la piqûre, c'est le stress parce que c'est le premier don. On a beaucoup de jeunes. La crainte de s'évanouir. La crainte de s'évanouir, surtout chez les jeunes, parce que ça se transmet de jeune en jeune. Et on voit un petit peu plus de malaise qui est tout à fait surmontable. Ça dure quelques secondes ou quelques minutes au grand max. Et puis après, tout revient à l'ordre. Lors du premier don. Et après les dons ultérieurs, enfin, lors des dons ultérieurs, on n'observe pas ça. C'est-à-dire qu'une fois que l'organisme, plutôt le cerveau a intégré cette appréhension, ce stress qui donne ce mécanisme vagal, je dirais, pour les plus... ce petit malaise vagal. Voilà, etc. Donc après, on récupère facilement. La preuve, c'est que ces mêmes jeunes, lors du deuxième don, ils ne font rien du tout. Donc ça se passe très bien. Par rapport aux craintes de se faire contaminer, alors là, je vous assure, on est depuis très très longtemps parmi, franchement, les meilleurs au niveau international, je parle, par rapport à la sécurité transfusionnelle. Parce que le leitmotiv chez nous, c'est la sécurité transfusionnelle pour le donneur et pour le receveur. C'est toute la chaîne, pour le donneur et pour le receveur. Donc on utilise en fait du matériel qui est stérilisé et à usage unique, circuit fermé et dans des conditions franchement impeccable à ce niveau-là. Donc, il n'y a rien à craindre à ce niveau-là. Alors, combien dure une séance de don de sang et quelle est la quantité prélevée? Alors, la séance, ou plutôt les étapes, je vais commencer en fait par l'étape dès le début, c'est quand vous avez décidé, vous êtes évalué psychologiquement, j'ai décidé de donner mon sang. Donc, je suis en bonne santé, il n'y a pas de raison, je peux aller donner mon sang pour participer à ce don qui est volontaire, bénévole et gratuit, il faut le rappeler, et c'est d'une grande valeurs et principes éthiques au niveau du Maroc qu'il faut toujours cultiver entre nous. Donc, une fois que vous avez décidé, eh bien, vous allez vous diriger soit dans un centre de transfusion, un site fixe, ou alors dans un site qui est mobile, qui est placé dans des espaces publics, affluence, qui est au vu de tout le monde et qui est annoncé par tout le monde. Donc là, vous arrivez, vous vous présentez à l'accueil avec votre pièce d'identité, on vous enregistre, on prend les données qu'il faut, et après, vous passez à l'étape pré-don. C'est l'étape de l'entretien médical, de l'examen médical. Vous bénéficiez d'un examen médical auprès d'un médecin qui est habilité en transfusion sanguine. C'est lui qui est habilité à décider si vous êtes éligible, apte à donner ou pas. Même si, d'apparence, vous êtes en bonne santé, si le médecin décide que vous avez une contre-indication, il peut vous refuser à ce niveau-là, par sécurité, pour vous et pour le receveur. Parce qu'il ne faudrait pas apporter quelque chose de nocif, ni à l'un ni à l'autre. Voilà. Et donc, après que vous êtes éligible, vous passez au niveau du don lui-même. Le don lui-même, eh bien, ça dure entre 8 et 12 minutes. 8 et 12 minutes. Et ce qu'on peut prélever, c'est entre 420 et 400 ms, c'est-à-dire moins d'un demi-litre. Moins d'un demi-litre. Moins d'un demi-litre, un petit peu plus d'un quart de litre. Voilà. C'est-à-dire aux environs de 13% de votre quantité de sang que vous avez dans votre organisme. Voilà. À peu près 13%. Je ne sais pas s'il y avait autre chose à préciser. Non, après on peut reprendre le tout, si vous assemblez, enfin, si vous cumulez le temps passé à l'accueil, enfin toute l'étape pré-don, au don et à la collation, parce qu'après vous passez à la collation pour vous revivifier un petit peu en buvant un petit peu de liquide pour compenser un petit peu le volume qui pourrait éventuellement vous faire sentir un petit peu de malaise, un petit peu de vertige. Après la collation, on vous surveille, parce que vous êtes sous surveillance, un moment donné, un quart d'heure. Donc le tout, ça fait 45 minutes, une heure maximum. Voilà. Alors justement, donner son sang, ça sauve des vies, c'est pas ça peut, et on oublie que ça peut sauver notre vie, celle de nos proches. Mais là, on s'en rend compte quand on en a besoin, malheureusement. Personne n'est à l'abri. Mais il y a aussi des bienfaits pour le donateur. Quels sont les bienfaits pour ceux qui donnent leur sang régulièrement, bien sûr, dans le respect médical, 3 ou 4 fois en fonction du sexe. Et quels sont les bienfaits? Alors, pour parler des bienfaits, d'abord, je vais dire qu'il y a en fait, parce que vous avez dit sauver une vie, en fait, je dirais sauver des vies. Oui. Sauver des vies, pourquoi? Parce qu'en fait, le don de sang total permet d'en tirer plusieurs composants.
Et chacun des composants va être Oui. dirigé, ou plutôt donné ou transfusé à un malade précis, particulièrement selon son besoin et rien de plus. Et donc, vous avez les plaquettes, vous avez les globules rouges, vous avez le plasma et vous avez les médicaments dérivés du plasma. D'accord. C'est-à-dire, vous avez les facteurs anticoagulants, vous avez les immunoglobulines polyvalentes qui sont données à des gens qui sont immunodéficients, à des gens qui ont des problèmes de contamination régulière. Vous avez les anticoagulants qui sont donnés à des comme le plasma, qui sont donnés à des gens qui souffrent d'hémorragie, les anti-hémophiliques par exemple. C'est des médicaments qui sont extraits, séparés en fait du plasma. Donc vous avez plusieurs possibilités. En plus de ça, vous avez plusieurs types de dons. Il n'y a pas que le sang total. Vous avez le don par affairé, c'est-à-dire qu'on va prendre uniquement, on va trier par une machine de votre sang uniquement ce dont on a besoin, soit le plasma, soit les plaquettes, pour des situations bien particulières, on donne ça. Et donc ça, vous avez plusieurs vies qui sont, en fait, plusieurs personnes, plusieurs malades Oui. qui sont concernés par ça. Le deuxième volet, c'était par rapport aux bienfaits. Alors le bienfait, il est de plus en plus prouvé. Hein. Dans le temps, on n'avait pas ça tout à fait. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui le confirment dans des études qu'ils ont faites. C'est quand on donne régulièrement notre sang, et ça on peut même le deviner comme ça, eh bien on fluidifie notre sang. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une grande viscosité, une grande densité, une masse qui est assez dense, eh bien vous avez plus de liquide et moins d'éléments qui densifient plus le sang. Et moins de risque de... Voilà. Et quand il y a plus de fluidité, il y a plus d'oxygénation, il y a plus de circulation de sang. Donc vous amenez facilement l'oxygène dans toutes les parties de votre corps. En plus de ça, vous éliminez les vieilles cellules. Et les vieilles cellules, quand elles sont vieillies, elles vont produire des métabolites qui sont plus ou moins inflammatoires pour l'organisme. Et quand on dit inflammation, au niveau des vaisseaux sanguins, en plus du fer qui peut être dangereux, eh bien, avec les lipides, vous allez provoquer peut-être des thromboses. S'il y a des thromboses, tout simplement des coagulations en quelque sorte, eh bien, vous pouvez être victime soit d'un problème cardiaque, soit d'un problème cérébral. Donc AVC ou un problème cardiovasculaire. Donc, il est aussi... Il y a ça, oui. mais il y a d'autres bienfaits. Oui. La liste est de plus en plus longue. Voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure, professeur, vous avez parlé des personnes éligibles en fonction de leur sexe, de leur âge, à donner leur sang. Quelles sont les personnes éligibles? Parce qu'il y a un âge minimum et puis un âge maximum. Et puis en fonction du sexe de la personne, il y a le poids aussi. Quelles sont les personnes éligibles? Après, on passera à l'actualité, au Covid, avoir été infecté, ne pas avoir été infecté. Mais quelles sont les personnes éligibles? Alors, les personnes éligibles, on va résumer ça. Parce que c'est pratiquement tout le monde, mais pas tout le monde. Oui. Beaucoup de monde, mais pas tout le monde finalement. Parce qu'il y a l'âge, c'est régi par une loi, et la loi elle ne se fait pas comme ça, c'est souvent c'est suite à des études, c'est suite à une réflexion juridique et autre chose. Et par rapport au Maroc, l'âge légal c'est entre 18 et 65 ans. Mais à partir de 60 ans, l'évaluation est plus, je dirais, plus attentionnée. En fait, c'est plus strict par rapport à quelqu'un qui a atteint 60 ans. Ça reste à l'évaluation en fait, du médecin qualifié pour ça. Donc, c'est entre 18 et 65 ans pour les deux sexes. La fréquence du don par an, c'est 3 fois par an pour les femmes et 4 fois pour les hommes. Alors, on pourrait se poser la question. Est-ce qu'ils doivent être espacés de... Alors, c'est 3 mois environ. 3 mois environ, 3 mois. Normalement, dans d'autres pays, c'est 2 mois. Nous, au Maroc, on est encore à 3 mois. Voilà. Maintenant, le poids, ça joue. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir plus de 50 kilos. Plus de 50 kilos pour, en fait, avoir... Si on calcule par rapport aux 13% du volume, généralement, on va tomber sur les 420-480 ml pour qu'on ait un produit final qui est conforme, c'est-à-dire conforme à la thérapie pour le malade. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas prendre une quantité insuffisante qui ne serait pas conforme et donc ça serait à jeter. Donc c'est pour ça qu'on évite
Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'ils peuvent aller donner leur sang quand ils ont attrapé le Covid, la Covid, quand ils l'ont déjà attrapé? Et s'ils l'ont déjà attrapé, au bout de combien de temps après la rémission ils peuvent donner leur sang? Et vous allez nous dire aussi que quand on est infecté, au moment de l'infection, c'est clair qu'il ne faut rien faire. Là, il faut se confiner, il ne faut même pas sortir. Mais est-ce qu'ils peuvent donner ceux qui ont attrapé le virus et au bout de combien de temps? Alors, si on est infecté, généralement, maintenant, en fait, au départ, on pensait à un mois après les derniers symptômes. Et là, on est plutôt à 14 jours, on tend plutôt vers les 14 jours après les derniers symptômes. C'est-à-dire qu'on est guéri et on ne sent plus rien. Après 14 jours, on peut donner son sang, après la Covid. Pas la disparition des symptômes, 14 jours après l'attestation de la négativité, quand on sait qu'on est négatif. Voilà, on est négatif et il n'y a pas de symptômes. Parce que s'il y a encore des symptômes, il y a une contre-indication. Donc ça, c'est par rapport à la Covid. Même par rapport au vaccin, pareil. Si on a encore des signes d'effets secondaires par rapport au vaccin, eh bien, on ne donne pas. Il faudrait aussi compter à peu près 7 à 14 jours. Après le vaccin. Après les derniers symptômes. C'est-à-dire qu'on ne sent plus rien, on se sent bien. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même un travail sur soi avant d'aller donner. Si vous sentez que vous n'êtes pas encore en forme, il ne faut pas. D'ailleurs, pour donner, je dirais, il faut être en forme. Si vous avez bien dormi, venez. Si vous êtes fatigué, ne venez pas. Oui. Si vous êtes mal nourri, ne venez pas. Il faut de préférence avoir bien mangé, bien bu, surtout bien bu. Surtout bien bu. Avant et après, c'est ça. On va revenir dire 2 mots quand même sur cette campagne qui dure jusqu'à la fin de l'année. Donc, on remarque que quand il y a des unités mobiles, pour une question pratique et parce que c'est visible, les gens ont tendance à donner plus leur sang que d'aller. Il y en a qui ne savent même pas où se trouve le centre de transfusion sanguine, même s'il y a des centres régionaux. Est-ce qu'il y aura plus d'unités mobiles que les précédentes campagnes ou autant d'unités mobiles? Alors, c'est vrai que par rapport à cette campagne, les unités sont déjà là, donc on ne va pas ajouter plus. Mais on a un programme, effectivement, d'étendre et d'avoir plus de possibilités d'unités mobiles ou de mobile home ou de camions. On parle de camions, en fait. Qui se déplacent parfois dans les entreprises, dans les établissements. C'est très important. Et dans les entreprises, ça, c'est des dons qui sont bien programmés régulièrement selon les entreprises, selon les établissements. Oui. Et là, je rends hommage à ces gens-là parce que c'est crucial pour nous, c'est critique avec les organismes donneurs, mais vraiment très bien. Alors, je voudrais revenir quand même sur la période, quand on a dit baisse. En fait, j'avais insisté pour dire que malgré, si vous voulez, la Covid, on est passé par un moment qui était difficile, mais finalement, on a rattrapé le coup. Et là, je saisis l'occasion pour saluer l'effort de tout le personnel, mais aussi nos partenaires, qui sont les associations, les donneurs de sang, et la facilitation de la part des autorités du ministère de l'Intérieur, par exemple. Brièvement, professeur, il nous reste 1 minute. Je voudrais quand même qu'on parle un tout petit peu en 1 minute des autres rôles du Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie, à part la collecte de sang, mais vraiment brièvement. Franchement, c'était bref. Donc, par rapport aux missions, je vais citer 2 ou 3, principalement, parce qu'il y en a d'autres, on ne va pas citer le tout, mais essentiellement, c'est la gestion, l'approvisionnement de tout ce qui est réactif, matériel et fongible à tous les centres de transfusion sanguine du Maroc, à travers tout le territoire. Deuxièmement, assurer une formation de tout le personnel de la transfusion sanguine et tous les médecins utilisateurs du sang s'ils veulent. Donc, s'ils veulent participer, on leur fait ça aussi. Assurer la formation des stagiaires, étudiants internes, résidents en médecine, pharmacie, des étudiants stagiaires, infirmiers, techniciens. Et il y a un volet qu'on oublie souvent, c'est la recherche. Oui. Donc le Centre national de transfusion sanguine participe aussi, contribue aux avancées technologiques et scientifiques par des sujets de recherche en encadrant des doctorants S-sciences
Et donc là, on a des publications au niveau international, etc., qui nous permettent de suivre l'évolution des avancées techniques. Comme ça, on place toujours le Maroc au niveau du top à ce niveau-là. On remercie beaucoup, professeur Nordine Habti, d'avoir été avec nous et pour toutes ces précisions. Et on lance un appel à travers vous à tous les Marocains pour aller donner leur sang. Ça dure 1 demi-heure, 45 minutes. Ça sauve des vies, ça peut sauver votre vie, celle de ceux que vous aimez. Allez-y, nombreux. Merci, professeur. Je rappelle que vous êtes professeur d'hématologie et d'immunohématologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, chef du laboratoire de génie génétique et cellulaire du CNTH et président de la Société marocaine de transfusion sanguine. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.